Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qu'un édupreneur? Le concept est connu de certains acteurs de l'éducation, mais pas évident pour d'autres. En effet, les édupreneurs, vous allez de toute façon découvrir le contenu de ce concept au cours du développement. Alors, les édupreneurs ont organisé, les premiers responsables ont organisé pour la deuxième année consécutive un webinaire. Quand on dit webinaire, c'est une conférence qui se fait autour d'une thématique par Internet et donc par la connexion. Et donc, ils ont organisé un webinaire autour des problématiques éducatives et nous allons, au cours donc, de cette émission, découvrir d'une thématique à une autre ce qui a été dit, par quel communicateur et quels sont les enjeux pour notre système éducatif d'organiser ces genres de rencontres très très importantes. Eh bien, c'est de tout ça qui sera question au cours de notre émission. Alors, j'aurai un seul invité à mes côtés pour en parler. Vous le connaîtrez d'ici peu. Débat thématique, c'est dans un instant. Je le disais, les édupreneurs ont organisé du 20 au 22 août dernier le deuxième webinaire sur 3 problématiques de l'éducation. Et nous avons l'honneur de recevoir cet après-midi sur le plateau pour mieux comprendre un peu les enjeux de cette rencontre virtuelle sur les questions éducatives. Nous avons l'honneur de recevoir M. Togui Kwami Maou Todji Ier de la famille Bonnet. Donc, nous, en tant qu'entre amis, on l'appelle Éric Bonnet simplement, si c'est trop long pour vous. Il est coach scolaire du cabinet Kwamivi. Alors, Monsieur Bonnet, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel Taï. Les téléspectateurs, dans un premier temps, veulent savoir c'est quoi un édupreneur, puisque c'est un concept qui n'est pas familier. Exactement. Voilà. Édupreneur, c'est du néologisme, on va le dire ainsi. C'est un mot que nous avons fabriqué de toutes pièces. Il s'agit de 2 mots mis ensemble, éducation et entrepreneur. Comprenez donc que ce sont des entrepreneurs, des gens qui ont décelé des besoins sur le marché et ils ont initié et proposé des solutions qu'ils vendent, donc qui sont des entrepreneurs, et ces besoins et ces solutions s'adressent donc aux acteurs de l'éducation, c'est-à-dire le triangle éducatif, ce sont les parents, ce sont les apprenants, ce sont les enseignants ou peut-être les directeurs d'école, tout ce beau monde-là. Donc c'est de là qu'est venu le vocable édupreneur. Donc un édupreneur, c'est d'abord et avant tout un commerçant. Il est là pour vendre, mais en même temps, il vend aux acteurs de l'école, aux acteurs éducatifs, ils vendent des solutions pour aider le système de l'éducation. Voilà un peu ce que c'est qu'un édupreneur. Alors, si nous voulons encore monnayer davantage édupreneur sur la base des explications que vous venez de donner, ça veut dire que un bibliothécaire peut être considéré comme édupreneur. Et quel autre acteur encore? Alors, nous avons un bibliothécaire, par exemple. Nous avons des bibliothécaires virtuels. Okay? Nous avons des qui vendent en ligne, alors. Et qui vendent en ligne, justement. Oui. Nous avons des répétiteurs qui se sont constitués en agence. Ce ne sont pas des étudiants qui font un petit job de vacances. Nous avons des concepteurs informatiques, des programmeurs qui ont mis sur pied des logiciels, soit pour aider les apprenants à réviser, soit pour aider les parents à contrôler le travail des enfants, soit pour aider l'école à contrôler le travail des enseignants ou des élèves, soit pour aider l'administration de l'école à contrôler sa comptabilité et la présence des élèves. Nous avons des gens comme nous, des gens qui sont dans le coaching scolaire, dans l'accompagnement scolaire pour aider les apprenants en orientation, en préparation mentale pour l'examen, pour aider les parents en accompagnement parental pour les enfants qui ont des problèmes de discipline, pour aider certains enfants qui ont des problèmes pour les cas d'abandon scolaire. Voilà, la liste est longue de toutes ces offres commerciales qui existent, proposées par des gens qui ne sont pas acteurs de l'éducation, mais qui rendent service au monde éducatif. Alors, supposons que nous prenons quelqu'un qui est très engagé pour la cause de l'éducation et qui produit des documents, ne les vend pas, mais les met à la disposition des acteurs d'éducation.
est-ce qu'il est audipreneur dans la mesure où il ne rentabilise pas forcément son investissement? Il ne le rentabilise pas, mais à partir du moment où il rend service, à partir du moment où son œuvre aide dans le monde éducatif, c'est aussi un édupreneur. Bon, c'est vrai que nous avons parlé de l'entrepreneuriat et que c'est commercial, mais il y a aussi l'entrepreneuriat social. Vous pouvez le mettre au service de la société. Donc, oui, c'est aussi un édupreneur. Tout ce que vous faites pour le monde éducatif, voilà, donc c'est déjà de l'édupreneuriat, si on peut le dire ainsi. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que les explications de mon invité, Togbi Kwame Mao Todji Ier de la famille Bonnet, comme je l'ai dit familièrement, on s'appelle Éric Bonnet. Il s'appelle Éric Bonnet. Alors, je crois que tout ce qu'il explique montre que les édupreneurs, il y en a plein dans le domaine de l'éducation, sur le plan national comme international. Et il a cité certains d'entre eux qui produisent des services éducatifs vendables et qui aussi se disent, bon, c'est leur contribution civique pour la cause de l'éducation. Ils produisent ou ils mettent à disposition soit des services ou bien des ouvrages et des œuvres, mais ils n'attendent pas que cela leur soit retourné en numéraire. Voilà, c'est eux les entrepreneurs sociaux. Nous l'avons dit au début, du 20 au 22 août dernier, c'était la deuxième édition du webinaire qui a été organisé. Ça veut dire qu'il y a eu une première édition. Alors, M. Éric Bonnet n'est pas le seul dans l'équipe qui pilote, n'est-ce pas, cette initiative. Et nous avons eu l'occasion d'interviewer son co-organisateur. Lui, il va nous dire un peu, il va nous rafraîchir la mémoire sur la thématique, les conditions d'organisation de la première édition et les résultats qu'ils ont pu obtenir. Nous allons l'écouter. Et l'année passée, nous avons également organisé ce forum. Ce n'était pas virtuel, c'était donc physiquement qu'on l'a fait à Kégué. Et la thématique était toujours un édupreneur, un homme d'impact. Mais la différence qu'il y a eu, c'est que à la fin donc, de la communication faite donc, par le professeur Amouzou Lipa, il était question donc de voir l'impact des édupreneurs sur la société. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a amené à choisir pour cette deuxième édition la thématique sur les édupreneurs, ou bien édupreneur, un homme d'impact social. Donc nous avons ajouté la terminologie sociale. Maintenant, c'est vrai que ce jour-là, c'était le 12 octobre, il y avait tellement la pluie. Donc la plupart de ceux qui devaient participer n'ont pas pu honorer, mais le peu de personnes qui étaient venues a vraiment suivi ce qui s'est passé. Et les thématiques qui étaient là, il y avait les thématiques sur école commerciale, école numérique, défis et enjeux. Il y avait également les thématiques liées à l'enfant. Il y avait également les besoins de l'apprenant. Mais étant donné qu'il n'y avait pas eu assez d'engouement à cause de la pluie, nous avons décidé donc de reporter certaines thématiques que nous avons donc repris au cours de cette deuxième édition. Mais nous pouvons donc noter au cours de cette première édition la présence des syndicats comme la FESEN, la présence de l'association des parents d'élèves, la présence des enseignants, la présence des apprenants, etc., etc. Virtuellement, que nous venons de faire, nous avons eu la chance de faire participer des gens même depuis la France, depuis les autres pays extérieurs, tout comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Vous avez bien suivi, alors c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle, dit l'adage. Alors ça nous permet d'avancer puisque à partir de ce qu'ils ont sommé l'année passée, eh bien, il y a eu de l'intérêt d'une manière ou d'une autre et la Covid-19 a imposé que cette rencontre ne soit plus physique. Les gens ne s'étaient pas retrouvés finalement dans la salle. Et on va écouter encore pour une seconde fois le co-organisateur qui va nous dire effectivement que la Covid-19 fait bouger et change les donnes dans nos manières, dans notre mode de vie, dans nos manières de fonctionner, dans nos manières de travailler d'ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, à partir de la Covid-19, c'est le télétravail. Comme il a dit, chacun peut être chez lui, sur n'importe quelle planète, mais nous tous, nous sommes sur la toile pour échanger sur les thématiques, pour discuter, pour même faire des conférences qui se faisaient peut-être à l'international, dans des salles d'hôtel, etc., etc. Alors, on va le suivre sur comment la Covid leur a imposé
n'est-ce pas, cette rencontre virtuelle webinaire de l'édition 2020? C'est la Covid-19 qui nous a imposé l'approche pas virtuelle, parce que nous nous sommes dit qu'il est temps quand même que, à un moment donné, il ne faudrait pas, étant donné qu'on n'est pas sûr de quel moment la Covid-19 va finir, nous nous sommes dit qu'il faut quand même passer par le virtuel pour quand même transmettre ce que nous avions, ou bien nous aimerions transmettre, et c'est ce qui a fait qu'on l'a fait virtuellement. Pour moi, je pense que virtuellement est moins coûteux, parce que physiquement, il faut louer une salle, il faut des dispositions, il faut la sonorisation, il y a plein de choses à faire, alors que virtuellement, tu peux être chez toi à la maison, on n'a pas besoin de ta présence physique, mais tu peux suivre. Seulement, le seul problème serait donc lié au problème de la connexion. Alors, nous disons merci donc au co-organisateur de mon invité, Éric Bonnet. Alors, Éric, je reviens à toi maintenant pour nous dire le webinaire, quel objectif vous visez en organisant cette rencontre, qu'elle soit physique ou virtuelle? Alors, le Forum des édupreneurs vise essentiellement 3 objectifs. Il y a d'abord besoin de faire connaître les édupreneurs. Vous savez, aujourd'hui, l'école, vous le savez mieux que moi, et je le dis tout le temps, quand l'occasion m'est donnée, l'école aujourd'hui n'est plus la salle de classe. L'école, c'est partout. Là, ici, déjà, nous sommes à une école. Et donc, l'école aujourd'hui a besoin d'autres acteurs, les acteurs indirects. Et il faut qu'ils soient tout aussi présents que les acteurs directs, que sont les parents et les enseignants. Et donc, les édupreneurs ont aussi leur mot à dire, ont aussi leur place de choix dans le processus école et leur contribution à donner. Et donc, un des objectifs du Forum des édupreneurs, c'est de faire comprendre qu'il existe aujourd'hui les édupreneurs qui ont aussi à faire, qui ont aussi à contribuer, qui ont aussi leur mot à dire. Ça fait déjà un premier point. Second point, c'est de permettre justement aux édupreneurs de comprendre et de connaître les besoins réels de tous ceux qui sont acteurs sur le terrain. Vous savez, lorsqu'on prend l'école, il y a quelques années, il fallait former un certain profil de citoyen. Aujourd'hui, les mutations, les innovations, la société elle-même en général nous impose un nouveau profil qu'il faut former. Et donc, les édupreneurs, à travers ce forum, peuvent mieux comprendre les besoins en formation, les besoins en compétences futures qui viennent. Et par rapport à ça, ils peuvent donc affiner leur offre commerciale. Et pas. Si aujourd'hui, quelqu'un est encore en train d'offrir sur le marché une formation pour sortir un profil dont on n'aura plus besoin dans 10 ans, dactylographe, franchement, il est complètement hors jeu. Okay? Il est complètement hors jeu. Donc, il faut aujourd'hui apprendre, il faut aujourd'hui comprendre ce dont la société a besoin pour savoir ce qu'on aura à leur offrir. Et c'est là où le forum, en mettant tous ces acteurs-là ensemble, permet d'identifier les besoins futurs. Et puis, troisième objectif maintenant, c'est que les édupreneurs nous-mêmes, il va falloir qu'on se connaisse. Il va falloir qu'on se mette ensemble. Si je suis coach en orientation, et s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui fait du coaching en orientation, si nous sommes 2 dans la même ville, il est mieux de se mettre ensemble plutôt que d'être concurrents. Donc, le forum est le lieu pour nous tous de nous connaître, d'échanger, de créer une synergie, de créer un réseau parce que quand on est ensemble, on est plus fort, donc, qui va permettre donc d'avoir un certain poids pour que les édupreneurs aient aussi parole, qu'aient aussi une certaine position dans le processus de l'éducation. Fidèles téléspectateurs, je crois que les clarifications qu'est en train de donner mon invité, vous comprenez que les édupreneurs ne sont pas venus pour compléter le nombre parmi les acteurs qui contribuent à la qualité de l'éducation, mais ils apportent une valeur ajoutée. Et une des valeurs ajoutées, comme il l'a dit, c'est d'alerter d'abord tous les acteurs que l'éducation est dynamique. Et si l'éducation est dynamique, eh bien, ça signifie simplement que l'éducation, comme tous les autres sous-secteurs de la vie du développement, subit des mutations. Et si elle subit des mutations et que les acteurs ne sont pas alertés au vu de ce qui est en train de se passer, au vu de la manière dont l'éducation bouge autour de nous, dans des pays environnants, dans le monde entier, eh bien, nous risquons de ramer à contre-courant et nos enfants ne pourront pas rallier le train du développement. Et donc,
c'est très important. Et donc, les édupreneurs, je tire simplement conclusion de tout ce qu'il a peut-être de dire, que les édupreneurs nous amènent à comprendre que, eh bien, il y a des enjeux éducatifs au plan national et international, et nous avons, en tant que décideurs, besoin d'être informés. En tant que parents, nous avons besoin d'être informés. En tant qu'élèves, étudiants, nous avons besoin d'être informés, et même en tant que contributeurs civiques aussi à l'éducation, nous avons véritablement besoin d'être informés. Ben, pour être informé, eh ben, il faut discuter. On va discuter autour de quoi? On va discuter autour des thématiques émergentes de l'éducation. On va discuter autour des problèmes émergents de l'éducation. Aujourd'hui, quels sont les problèmes émergents de l'éducation? C'est l'adéquation emploi-formation. Quels sont les problèmes majeurs de l'éducation? Eh bien, c'est les questions de violence aussi, c'est les questions d'incivisme qui prennent de l'ampleur dans n'importe quelle communauté, dans n'importe quel pays, et on ne sait où mettre véritablement de la tête. Il est question que des gens éclairés sur les thématiques majeures viennent au créneau et pour éclairer, n'est-ce pas, la lanterne, et afin que nous puissions prendre conscience de ce que nous devons faire pour que les générations actuelles comme futures puissent profiter, n'est-ce pas, des avancées technologiques, puissent profiter des résultats aussi, des recherches sur l'éducation. C'est cela, justement. Et donc, c'est tout cela qui a amené les édupreneurs cette année 2000, à l'édition, de toute façon, du 20 au 22 août dernier, à consacrer 3 thématiques majeures autour des débats. Et donc, c'est tout cela que nous allons demander à Éric Bonnet de nous faire simplement le résumé. Le résumé, pourquoi? Parce que dans les jours à venir, nous allons recevoir les orateurs, c'est-à-dire les communicateurs au cours de ces webinaires, heureusement qu'ils sont togolais. Alors, on va les recevoir sur le plateau pour rentrer dans les détails. Parce que nous avons quand même eu la chance de participer à ce webinaire que nous avons trouvé très enrichissant, très profitable de toute façon pour notre gouvernement d'abord et pour tous les acteurs de l'éducation qui suivent. Alors, monsieur Éric, première problématique, ou pour ne pas dire la première thématique, à porter sur quoi et qu'est-ce qu'on retient simplement de cette, puisque c'est le résumé que vous allez nous faire. C'est ça. Voilà. La toute première thématique, bon, à part la conférence de lancement qui avait porté sur le thème général édupreneur, un homme d'impact social, la toute première thématique dans le premier atelier, c'était école commerciale, école numérique, défis et enjeux. Il s'était agi de comprendre comment est-ce que l'école, qui au départ était une œuvre sociale, aujourd'hui est devenue une affaire commerciale. Et disons de la vérité, c'est une affaire commerciale qui fait que les indigents risquent très bientôt, les indigents risquent de ne plus pouvoir être éduqués. Les familles vulnérables. Les familles vulnérables risquent de ne plus pouvoir être éduquées. Et ça, c'est un risque que nous courons si, dès maintenant, nous ne prenons pas les mesures qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'information coûte cher, l'éducation coûte cher, la formation spécialisée, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit plus de formation générique ou générale. Il s'agit de formation spécialisée. Il faut être un spécialiste, donc il faut être expert dans quelque chose. Et cette expertise-là a un coût. Et ce coût-là, ce n'est pas tout le monde qui arrive justement à le supporter. En plus de ça, l'école commerciale devient de plus en plus numérique. Numérique en ce sens que déjà ce forum, la situation sanitaire nous a imposé un certain format et c'est cette même procédure que vivent les écoles. Vous avez des clients d'ailleurs et ce n'est pas eux tous qui peuvent venir. D'ailleurs, vous avez intérêt à ce que eux tous ne viennent pas puisque vous n'avez pas suffisamment d'infrastructures. Mais vous pouvez, grâce à la technologie, grâce aux innovations, grâce à tout ce qui existe aujourd'hui comme informatique et comme numérique, vous avez la possibilité de dispenser les cours à tous dans le village planétaire, comme on l'appelle. Donc, l'école embrasse le numérique à une vitesse grand V. Maintenant, est-ce que tout le monde est prêt à rentrer dans ce numérique-là? Il y a un gouffre, il y a ce gap numérique-là qu'on n'arrive pas à franchir parce que la fracture numérique, est de plus en plus visible, de plus en plus vivante dans nos communautés. Et donc, il est aujourd'hui de plus en plus prioritaire. Il est primordial que chaque acteur de l'éducation, chaque parent, chaque éducateur quelque part, chaque décideur réfléchisse à comment faire pour réduire cette fracture-là autant se peut dans une petite communauté quelque part. Il y a aujourd'hui, avec la situation de la Covid-19, nous avons vécu la période où les cours étaient suspendus, où les apprenants étaient à la maison.
Mais ce n'est pas eux tous qui ont eu accès aux différentes alternatives de révision qui ont été proposées. Même dans Lomé, rien que dans Lomé, ce n'est pas tout le monde qui a eu accès, ne serait-ce qu'aux outils informatiques, quitte à parler des médias traditionnels, etc., etc. Donc, c'est une réalité qui existe. Nous avons, au cours de cet atelier, touché du doigt la réalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Et puis maintenant, chacun, à son niveau, a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'il pourra aider, comment est-ce qu'il pourra participer, comment est-ce qu'il pourra proposer une offre commerciale ou pas pour réduire tant que se peut cette fracture numérique-là, cette différence dans les capacités financières des uns et des autres pour accéder à l'éducation qui aujourd'hui coûte encore de plus en plus cher. Fidèles téléspectateurs, donc vous comprenez avec moi de toute façon que le premier atelier qui a porté sur l'école commerciale, l'école mercantile et l'école numérique a toute son importance, tout son enjeu aujourd'hui. Et les éditeurs ont eu le mérite de soulever les grandes questions et les grandes équations qui ressortent de cette thématique et qui démontrent clairement, comme il vient de le dire, que si rien n'est fait pour que l'école togolaise, la technologie rentre dans la pédagogie, la technologie rentre dans les apprentissages et les capacités des acteurs de l'éducation, élèves et enseignants, en passant par les écoles normales et autres là, et si rien n'est fait pour que la technologie qui soit capacitaire en termes de maîtrise de la manipulation de l'outil informatique, eh bien, je crois que l'avenir ne sera pas bon pour eux. Et donc, il est question aujourd'hui de faire rapidement, si on peut le dire ainsi, que chacun prenne ses responsabilités, les décideurs prennent leurs responsabilités, les parents, comme ils viennent de le dire, prennent leurs responsabilités pour que eh bien, chaque enfant maîtrise l'outil informatique à partir du préscolaire. Ah oui, parce que c'est là-bas le b.a.-ba. Et donc, si nous nous inscrivons dans cette logique, si nous prenons conscience de ce que du problème soulevé par les étudiants à travers ce webinaire du 20 au 22 août dernier, eh bien, nous pensons que quelque chose peut commencer par être fait pour que ceux qui n'ont pas accès à l'éducation, parce que l'éducation coûte cher, ceux qui n'ont pas accès à l'éducation parce que l'accès aux outils numériques, aux terminaux qui vont permettre d'accéder aux apprentissages, eh bien, on risque de les priver de l'éducation et finalement, ils risquent de constituer à un âge donné, eh bien, ils seront frustrés et la frustration va entraîner finalement ce qu'on ne souhaite pas. Ils vont devenir ce qu'ils ne devaient pas devenir pour la nation. Alors, ça nous amène, n'est-ce pas, à la deuxième thématique, parce que nous avons promis que ceux qui ont développé les thématiques seront sur le plateau, si tout va bien, pas thématique, et on rentrera véritablement dans les détails. Alors, Eric, on va à la deuxième thématique que vous avez abordée. La deuxième thématique dans le second atelier portait sur les besoins futurs en compétences professionnelles. Là, il a été question d'orientation. Je souris parce que c'est mon domaine. Il était question justement d'identifier ce que l'apprenant d'aujourd'hui, vous avez parlé du préscolaire, ceux qui sont dans le préscolaire aujourd'hui, ce qu'ils vont devenir demain. Et pourquoi est-ce que et comment est-ce qu'ils vont s'assurer d'être employables, si je peux le dire ainsi, demain? Parce que rien ne sert d'avoir un CV, voilà, avec un parcours joli, mais d'être incapable de produire des résultats en entreprise. Et donc, il était question de voir réellement le bagage qu'il fallait. C'est vrai que nos curricula, nos programmes pédagogiques ont besoin d'un petit toilettage. Bon, ce n'est peut-être pas le lieu pour en parler en détail, mais c'est quand même une réalité. Et il est aujourd'hui question, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur le devoir que doit faire l'apprenant lui-même. Parce qu'au-delà des programmes de formation, il y a maintenant lui-même son engagement personnel. Ce que lui-même doit décider pour lui-même et doit commencer par faire lui-même. Il doit rechercher certaines habitudes. Il doit rechercher un certain entourage. Il doit rechercher certaines recommandations. C'est un travail de longue haleine, mais il lui faut, dès le départ, avoir des informations. Aujourd'hui, l'information est disponible, mais c'est justement l'information qui fait défaut dans le monde scolaire. Donc, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons réussi à comprendre, en tout cas, tous ceux qui étaient là ont pour la plupart compris qu'il y a besoin
réactualiser les formations, le processus de formation, les curricula, les programmes de formation, mais il y a aussi besoin de sensibiliser les apprenants pour qu'ils n'attendent pas seulement les formations, mais qu'ils se prennent eux-mêmes en charge dès maintenant, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'opportunités qui existent aujourd'hui pour se préparer à sa vie d'adulte, pour se préparer à sa vie professionnelle, pour se préparer à se prendre soi-même en charge. Ce n'est pas seulement les diplômes qui vont le faire. Nous sommes ici pour parler d'éducation, nous ne parlons pas de diplôme, mais nous parlons de compétences personnelles, professionnelles. Ce que vous savez faire, que vous pouvez vendre. Il ne s'agit pas seulement de dire je sais faire. Il faut être réellement capable de le faire. Et donc c'est au pied du mur qu'on voit l'artisan. Ce que vous savez faire, c'est que vous avez commencé par le faire. Bon, enfin, je ne vais pas redévelopper l'atelier ici. Voilà, donc en gros, voilà un peu ce que nous avons discuté dans cet atelier. Besoin futur en compétences professionnelles. Il était question d'orientation. Il était question de préparation de l'apprenant pour se prendre en charge lorsqu'il sera adulte. Il était question de savoir ce qu'il allait vendre pour être productif sur le marché du travail. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que le débat est assez intéressant, voilà, parce que le sujet ou les sujets qui ont été développés au cours de ce webinaire sont des sujets d'actualité et préoccupants. C'est des sujets qui préoccupent les autorités à travers les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat. Par exemple, dans tout secteur, vous comprenez que les autorités sont préoccupées et développent des programmes pour aider les jeunes à se prendre effectivement en charge. Et un toilettage, comme il vient de le dire, est quand même en train de se faire d'un ministère à un autre, que ce soit au niveau du primaire, l'enseignement primaire secondaire ou de l'enseignement technique ou l'enseignement supérieur. Un toilettage a commencé et nous espérons que ça va continuer pour qu'on sorte, n'est-ce pas, du système éducatif, des apprenants capables de créer de l'emploi, de se prendre en charge et non des apprenants qui attendent un concours de recrutement qui arrive vainement. Alors, cela nous amène à la troisième thématique qui a été abordée. Comme je le disais, nous étions effectivement de cœur. C'est les trois thématiques qui étaient au cœur de ce webinaire, donc cette rencontre virtuelle, c'est ça qu'on appelle webinaire pour ceux qui nous ont pris au vol. Eric, troisième thématique. La troisième thématique, nous nous sommes tournés vers l'enfance. Il était question de mieux comprendre et de mieux connaître l'enfant. Aujourd'hui, il y a eu récemment quelques dérives dont tout le pays a parlé et il était question de voir comment est-ce que l'autorité parentale pourrait mieux s'affirmer pour maîtriser l'enfance déjà de manière précoce pour éviter certaines dérives lorsqu'il va rentrer en adolescence. Savoir comment discuter avec l'enfant, savoir comment écouter l'enfant, savoir comment observer l'enfant et comment l'amener à comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui, sans obligatoirement utiliser la violence. Et même si on n'est pas là, arriver à mettre à profit le peu de temps qu'on passe ensemble pour arriver à mieux cerner la personnalité de l'enfant. Les préoccupations de l'enfant. Justement, les préoccupations, la personnalité, tout ce dont il a besoin, ce qu'il attend, ce qu'il espère, ses rêves, ses ambitions, ses craintes, ses peurs, ce qui le bloque. Ce qui constitue un blocage pour cet enfant-là. Éventuellement, ce qui suscite l'espoir en lui. Ce qui suscite l'espoir en lui, ce qui peut justement devenir un modèle à ses yeux. Voilà, toutes ces questions-là ont été abordées au cours de cet atelier qui a permis aux parents de mieux comprendre qu'ils ont un travail à faire. Beaucoup ne sont pas réellement outillés ni équipés pour justement faire ce travail de longue haleine qui est le travail de parents. J'aime bien dire qu'on peut avoir des diplômes pour être journaliste ou pour être technicien, mais on n'a aucun diplôme pour devenir parent. Ça vous tombe dessus du jour au lendemain et puis c'est tout. Maintenant, il faut se réinventer, il faut se donner une nouvelle formation au quotidien pour réussir ce travail-là. Si vous le réussissez, c'est bon pour vous. Si vous échouez, tout le monde va vous pointer du doigt. Et donc, au cours de cet atelier, il a été question de voir comment on pouvait outiller les parents, donner le b.a.-ba à comprendre et faire comprendre aux parents que c'est un travail de longue haleine. Il faut être présent, il faut être volontaire, il faut être ouvert d'esprit pour mieux comprendre, pour mieux cerner la personnalité de l'enfant et éviter justement les dérives auxquelles nous avons assisté récemment. Alors, fidèles téléspectateurs, surtout chers parents, en écoutant le développement autour de cette troisième thématique, parents, vous êtes interpellés. Connaissez-vous le module de formation qu'on appelle les adultes à l'école des enfants? Connaissez-vous le module de formation qu'on appelle les adultes à l'école des adolescents?
si vous rentrez dans le contenu de ce document, vous comprendrez clairement ce que Éric Bonnet est en train de dire, que nous avons le devoir d'aller connaître de toute façon la psychologie de l'enfant, les besoins de l'enfant, les aspirations de l'enfant et l'aider à construire une vision, aussi bien le tout petit que le jeune adulte qui a besoin de formater une bonne personnalité pour avoir toutes les chances et pouvoir saisir toutes les opportunités que lui offre le pays, le gouvernement, les structures privées et toute autre organisation qui propose, n'est-ce pas, des opportunités, n'est-ce pas, à la jeunesse. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, voilà, parce que le sujet est assez intéressant, mais on va retenir notre invité pour une toute dernière question. En l'écoutant, nous voyons la qualité des communicateurs, nous voyons la qualité des productions de ces communicateurs qui nous amènent à réfléchir, qui nous amènent à nous remettre en question par rapport aux problématiques de l'éducation de l'enfant, par rapport aux problématiques de l'orientation scolaire et professionnelle, par rapport aux problématiques imposées par la Covid relatives à l'éducation commerciale, par rapport à l'école numérique. Et là, tout ce qui a été dit, les communications, les débats sont assortis de recommandations. Des recommandations à l'endroit de l'autorité, des recommandations à l'endroit en tout cas de tout acteur qui a la responsabilité de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'éducation des enfants et à l'éducation de la jeunesse. Alors, ma question à Éric, mon invité, comment faire pour que ceux qui ont la mission républicaine, je veux parler des autorités, comment faire pour que les recommandations tombent sur leur table et qu'ils voient dans quelle mesure intégrer ces recommandations dans les documents de politique, dans la budgétisation et dans les programmes. Alors, comment faire pour que toutes ces recommandations-là arrivent aux oreilles adéquates? D'emblée, je peux vous dire, M. Marcetori, nous n'avons pas la formule magique pour ça. Mais comme tout acteur de l'éducation, nous menons notre plaidoyer. Ce forum est assorti d'un rapport officiel dans lequel toutes ces communications, tous ces résumés, toutes ces recommandations, toutes les décisions, enfin, recommandations, décisions prises ont été archivées, notées, consignées. Et ces rapports, copies de ces rapports seront envoyés à qui de droit. Et sur demande, nous sommes disponibles à envoyer copie et à défendre le dossier, à présenter, à donner toute explication possible pour justement la suite. Parce qu'il y aura une suite. Le forum, cette année, le forum de manière générale se veut annuel. Maintenant, entre deux éditions, il y a des activités qui vont se mener. Les édupreneurs, chacun de son côté, mène son petit commerce, fait ses activités. Mais au-delà de ça, nous, les organisateurs, nous envoyons copie chez les autorités, nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait un certain accompagnement, un certain suivi de tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons soulevé comme problématique et des solutions proposées. Mais en même temps, au-delà de ça, nous nous donnons pour tâche d'organiser des rencontres, j'aime bien dire des rencontres ciblées, avec chacun des acteurs de l'éducation. Nous avons parlé ici des parents. Les parents ont besoin d'être informés. Pendant le forum, c'est certains parents qui sont venus. Nous avons déjà un début d'accord avec la Fédération des associations des parents d'élèves. Et donc, nous allons organiser des rencontres avec les différentes associations, descendre vers la masse, descendre vers les différents groupes pour les informer de ce que nous disons et pour aussi les sensibiliser sur les problèmes du moment afin qu'ils découvrent ce que les édupreneurs ont à leur offrir pour résoudre justement les problèmes auxquels ils font face, entre autres. Ça, c'est avec les parents. Nous ferons de même avec les directeurs d'école. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'école est appelée à changer. L'école est appelée à se transformer. L'école est appelée à évoluer pour offrir de meilleures prestations. Et donc, il y a un certain discours à tenir auprès des directeurs d'école pour qu'ils puissent harmoniser leurs offres aux besoins, harmoniser les offres là et les mettre à niveau sur les besoins que la population a, les apprenants ont.
Pourquoi est-ce que les gens quittent d'ici et vont suivre des formations ailleurs? C'est parce que ce qu'on offre ici comme formation n'est pas en adéquation avec ce qu'ils attendent. Donc il faut corriger ce que les écoles commerciales maintenant offrent comme prestation sur le marché. Les édupreneurs ont justement fait des analyses pour ça, ont des recommandations, offrent des communications, des informations pour ça. Et nous allons organiser des rencontres avec les directeurs d'école à ce propos, avec les enseignants aussi, avec les adolescents de manière. Donc, il y a des rencontres ciblées que nous aurons organisées en attendant maintenant que les autorités puissent nous accompagner suite aux différents dépôts et transmissions des rapports que nous aurons à faire. Et donc, voilà, donc, en espérant donc, que tout cela fasse tache d'huile, nous continuons notre petit bonhomme de chemin dans le réseau international des édupreneurs. Voilà. Merci à mon cher ami Eric. Chers fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous dire sincèrement merci. Moi, je crois qu'il a déjà tiré la conclusion de tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il n'y a plus de commentaires à faire. Nous devons nous ressaisir, quel que soit notre positionnement. Nous, en tout cas au niveau de la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, nous allons continuer de jouer notre partition pour que l'importance de l'activité menée par les édupreneurs soit bien connue et que le message de toute façon qui sort de ces webinaires tombe dans de bonnes oreilles. Et les bonnes oreilles, c'est ce qu'il vient de dire. Il y a les autorités, il y a les parents, il y a les étudiants, il y a les édupreneurs eux-mêmes et les médias que nous aussi nous sommes. Chacun doit jouer sa partition si nous voulons que l'école soit un facteur de développement, d'épanouissement de nos enfants pour qu'ils soient des jeunes et des enfants capables de prendre la relève dans la dignité. C'est sur ce mot que je cède ma place tout à l'heure à ma collègue Dodo pour les 2 dernières rubriques de l'émission Débat Éducation. Elle va aborder le volet Actu Éducation et Agenda Éducation. Moi, je vous dis au revoir. Merci à mon cher ami. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonsoir, chers téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour les 2 dernières rubriques Actu et Agenda Éducation. Mais d'abord, j'espère que le concept édupreneur n'est plus un mot nouveau pour vous et j'espère aussi que vous avez pu retenir quelque chose sur le web binaire. Dans Actu Éducation, retenez que la réussite de la mission éducative dans les communes passe par des cadres de concertation. Ces cadres de concertation viendront en appui aux commissions éducation des communes. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, CNT-EPT, a installé ces cadres dans les 6 communes des régions Plateau, Maritime et Golfe pour l'année 1 du projet éducation à haute voix. Ce partenariat que la Coalition pour l'éducation pour tous entretient avec les 12 communes choisies passe par les cadres de concertation pour l'éducation. Ces cadres viennent appuyer les commissions éducation au sein des communes. Les défis, c'est d'abord au niveau de la gouvernance. Beaucoup de choses échappent. Le niveau central qui doit peut-être donner des orientations et ces orientations sont bloquées quelque part et n'arrivent pas à la base. L'inclusion. Une éducation pour tous signifie que tout le monde doit aller à l'école. L'approche de la coalition éducation pour tous est bien accueillie par les maires de Ogou 1, Kloto 1 et Yoto 2. Nous avons été heureux de recevoir aujourd'hui la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Nous avons parlé d'un certain nombre de mécanismes de collaboration qui nous semblent de première importance parce que dans le contexte de la décentralisation, certaines compétences en lien avec l'éducation et la formation sont d'ores et déjà dévolues aux mairies dans l'intérêt des élèves, dans l'intérêt des parents, dans l'intérêt des communes et dans l'intérêt de notre pays. Nous avons une grande appréciation de cette démarche-là. Il y a des compétences qui sont dévolues aux communes et il faut des outils, des canevas et des hommes qui accompagnent, des acteurs qui accompagnent. Et je crois que le décor est planté. Nous avons tout le nécessaire à nous maintenant d'aller au travail. Nous avions eu à échanger avec tous les enseignants
des 3 cantons qui forment notre commune de Tot. Nous avons compris qu'il faut que nous formions un comité communal en charge de l'éducation scolaire. Les séances d'échange autour de ce partenariat pour la cause de l'éducation dans les 12 communes choisies se poursuivent dans les communes de Lac 2, Agoué 5 et Golfe 6 pour l'année 2020 du projet Éducation à voix haute de la CNT soutenu par Oxfam Ibis. Et puis la même cérémonie d'échange a eu lieu dans les communes Lac 2, Golfe 6 et Agoué 5 respectivement à Aklakou, à Baguida et à Zanguera. Suivez le compte rendu. La coalition nous a encore témoigné l'importance de l'éducation dans le développement dans notre commune. Donc cette démarche que la coalition vient de faire, ça nous va droit au cœur. Nous les remercions de nous soutenir, de nous appuyer pour relever les défis qui nous sont imposés. Nous n'avons pas beaucoup d'enseignants. Reconstruire des écoles, il n'y a pas de tables-bancs. Même les écoles qui ont été construites, il n'y avait pas de marches pour les handicapés. Beaucoup de choses doivent refaire dans le secteur d'éducation dans la commune. Cet après-midi, nous avions reçu la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Cette coalition a rencontré l'exécutif de la mairie et les responsables d'établissement et les chefs des responsables d'éducation. Alors il était question de nous informer, d'informer les acteurs de l'éducation sur la formation d'un cadre de concertation qui devra statuer sur les questions de l'éducation. Alors nous avons été longuement entretenus sur les attentes, sur les obligations, les compétences qui sont transférées à la mairie et le rôle que devrait jouer la mairie pour accompagner le secteur de l'éducation en termes de la décentralisation. Nous avions noté une attention toute particulière, nous avions noté une participation des acteurs de l'éducation, notamment les chefs d'établissement, qui ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'abnégation, le coordonnateur M. Marcel Toyi, qui les a entretenus sur les voies et moyens que la commune dispose pour mobiliser les moyens, les ressources pour pouvoir construire, accompagner le secteur de l'éducation dans leur commune. C'est une très bonne rencontre parce que ça nous a donné des informations utiles qui vont nous aider à relancer à la base de l'éducation dans notre commune. S'il y a des éléments, des informations qui vont en direction de toutes les catégories ou de tous les degrés d'enseignement, au niveau primaire, au niveau secondaire aussi. Et surtout, en dernière minute, vous nous aviez indiqué qu'il y a un établissement qui forme les enfants et jusqu'au niveau de 3e, déjà ils sont capables de faire beaucoup de choses. Dans le secteur de l'éducation particulièrement, l'État est plutôt arrivé à récupérer, à rattraper la dynamique de la décentralisation parce que les populations à l'échelle locale s'étaient déjà engagées dans la décentralisation. L'histoire de l'éducation de notre pays, dans notre pays, c'est que des ONG de l'éducation se sont constituées depuis et qui s'organisaient à l'échelle locale. L'histoire de l'éducation de notre pays, c'est que des initiatives, on connaît l'histoire des écoles d'initiative locale. Ça veut dire que quand les populations ont senti qu'il y avait une forte demande scolaire dans leur localité, elles n'ont pas attendu l'État, elles ont commencé par se jeter à l'eau, par s'organiser. Et donc, au Togo, au lieu que la décentralisation commence avec les textes juridiques, nous dirons plutôt que les textes juridiques ont couru pour rattraper la dynamique de la décentralisation de l'éducation qui s'était déjà engagée au sein de nos populations. Maintenant que les textes sont là, la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous n'a pas voulu laisser les communes à leur sort, à des navigations, des formes de navigation à vue, mais en temps les accompagner pour qu'elles puissent se donner une meilleure éducation, une meilleure organisation en termes de renforcement de capacité. Nous avons plaidé pour que la commune mette en place un cadre de concertation de l'éducation qui puisse travailler en étroite collaboration avec la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Et je vous le dis, rassurez-vous, bientôt, ça va être une concurrence de travail entre les communes. On se demandera quelle est cette commune
qui est mieux organisé en matière d'éducation, qui arrive à revenir sur les compétences de l'éducation déléguée. Nous parlons de 9 compétences de l'éducation. Le réseau des journalistes spécialisés en éducation a réuni une trentaine d'organisations pour une formation à Atakpamé. La rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre. L'activité est copilotée par le RJCE et Plan International Togo. Suivez. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre au Togo. Donc c'est une initiative de Plan International Togo appuyée par Plan Suède à travers l'Agence suédoise de développement international. Le tout premier résultat, c'est d'amener les enseignants, en tout cas le corps d'encadrement, que ce soit les enseignants, les inspecteurs, les responsables des centres d'apprentissage, à utiliser les méthodes d'éducation non violente. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'amener les enfants et jeunes, surtout les filles, à participer à leur propre protection. Et maintenant, le troisième résultat qui concerne cette activité, c'est celui lié au renforcement de la société civile. Et enfin, le dernier, c'est de pouvoir lutter contre le mariage d'enfants, qui est souvent entretenu par les croyances. Donc, c'est de pouvoir lutter contre ces croyances et normes-là qui légitiment le mariage des enfants. Donc, revenant à l'activité de ce jour, je disais qu'il est en lien avec le résultat 3 qui est de renforcer la société civile pour que la société civile togolaise puisse contribuer à la lutte contre les violences de genre. Vous savez, quand on parle de violence, c'est complexe. Donc, Plan à lui seul nous saurait dire qu'il pourrait vraiment faire ce travail-là pour qu'on puisse éradiquer les violences. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse aller ensemble avec les organisations de la société civile. Et comme je vous disais, les fonds qui sont mis à la disposition, c'est des fonds que normalement qui devait permettre aux organisations de la société civile d'être plus efficaces et légitimes. Le contexte, c'est quoi? Vous voyez les organisations de la société civile togolaise, c'est quand il y a un projet que ces organisations existent. Alors qu'en fait, on ne crée pas une organisation sociale de la société civile pour un projet. On crée pour soi-même. Pour pouvoir se mettre, l'organisation de la société civile doit se mettre aux côtés des plus faibles. Pouvoir revendiquer les droits, c'est ça. Donc, mais malheureusement, quand vous regardez un peu la façon dont nos organisations sont constituées, il y a vraiment des lacunes. Et c'est à point nommé que cette formation-là vient pour qu'on puisse faire une auto-évaluation de nous-mêmes pour voir quelles sont nos faiblesses, nos forces et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier. La Fédération des syndicats d'enseignants, FESEN, a procédé à Sotoubois à la remise du matériel de lutte contre le Covid-19. Écoutons les responsables de la FESEN dans ce sujet. Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, et malheureusement la pandémie de coronavirus également qui s'est joint, nous sommes venus ce matin à Kasaboa pour la remise officielle de dispositifs de lave-mains, de gel hydroalcoolisé, puis des bavettes. Ce matériel nous a été fourni par notre partenariat avec l'International de l'éducation. Donc, au nom de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale et au nom de mon bureau et du bureau préfectoral de Sotoubois, où le camarade Alpha Odabalo gère le projet, je voudrais remercier tous les chefs d'établissement et la population à qui nous réitérons notre appel pour que les enfants soient effectivement à l'école et que on prenne soin de leur santé aussi à travers ce geste que nous sommes en train de faire. Que les masques soient toujours portés et que le gel hydroalcoolisé leur permette d'être aguerris contre le coronavirus. Et ils doivent régulièrement laver les mains comme cela se doit avant toute autre activité. On pilote depuis, nous sommes dans la deuxième année, un projet de lutte contre le travail des enfants dans 4 écoles de Kasaboa. Et normalement, nous devrons poursuivre nos activités cette année par un tournoi de football, le camp des enfants, du club de lutte contre le travail des enfants.
Nous étions dans cette perspective quand la pandémie au coronavirus est arrivée. Bien, nous nous sommes dit, la pandémie corona ne doit pas nous faire oublier les autres problèmes sociaux que nous avons, notamment le travail des enfants que nous combattons. Donc nous nous sommes dit, ces enfants que nous mettons à contribution pour sensibiliser leurs pères, ces enseignants, ces directeurs que nous mettons toujours à contribution, le comité villageois de lutte contre le travail que nous mettons à contribution pour que nous puissions éradiquer le travail des enfants dans la zone de Casabois. Si tous ces gens-là ne sont pas protégés contre le Covid, le travail ne se fera pas. C'est pourquoi la FESEN, avec l'appui de l'International de l'éducation LIE, nous avons pu acheter les lave-mains, des bavettes, le gel antimicrobien, les prospectus sur les mesures barrières pour mettre à la disposition des enfants, surtout des 4 écoles, des enseignants, des encadreurs de clubs et les membres du comité de lutte contre le travail des enfants. Et dans Agenda Éducation, retenez que les 30 membres des cadres de concertation installés dans les 6 communes seront en atelier le mois prochain. Il sera question de définir leur cahier de charges et de leur donner tout ce qu'il faut savoir sur le système éducatif togolais. L'atelier sera organisé par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Ainsi se referme ce numéro de débat éducation. Merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous mercredi prochain pour un nouveau numéro. Je vous dis au revoir.